Bonjour, merci de nous retrouver cette fois encore sur le débat DIAF TV. Et surtout, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Avant de vous faire part des différentes thématiques qui seront abordées cet après-midi, permettez-moi, à la suite donc d'un événement douloureux, notamment le crash de l'avion Ethiopian Airways survenu ce jour avec à bord près de 157 passagers, je voudrais adresser à toutes les familles ainsi durement éprouvées par ce crash toutes nos sincères condoléances de la rédaction de DIAF TV. Alors cela dit, je voudrais ici vous présenter donc nos différents invités qui nous permettront de commenter, analyser nos thèmes de cet après-midi. J'irai donc commencer par mon invité de gauche qui est ici pour la première fois, Jean-Claude Onamanga, un homme de culture, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Merci d'avoir cette notre invitation. Et donc, à sa gauche, on ne vous le présente plus, Joël Didiengo, qui est donc le président du comité de libération des prisonniers politiques. Merci d'avoir cette invitation. Et en face de lui, donc, on a quelqu'un qu'on ne présente plus non plus sur DIAF TV, Kerwin Maezo, qui est journaliste et analyste politique. Voilà, et juste à côté de lui, notre meuble, Abdelaziz Mondé, journaliste indépendant. Alors, le Cameroun, certes, mais aussi le Congo, la RDC notamment, l'Algérie et bien évidemment toute l'Afrique nous parlent. Et avant de nous plonger dans les grande partie du débat de cet après-midi, je voudrais proposer à nos 4 invités de nous commenter l'actualité africaine. Donc, je vais commencer par Abdelaziz Mondé. Abdelaziz, est-ce qu'il y a une actualité particulière qui vous semble nécessaire à commenter au-delà des différentes thématiques qui ont été arrêtées cet après-midi? Sinon, que pensez-vous aujourd'hui de la défection, du moins de la mise à l'écart de Madame Viviane Biolay-Fouda, c'est bien ça, qui était jusqu'ici directrice, si j'ai bien compris, générale adjointe de l'Institut supérieur de management public. Voilà. Le SMP. Déjà, elle est arrivée en fin de mandat. C'est quelqu'un qui a déjà commis un texte à l'attention du chef de l'État, qui est le garant justement du respect des lois et règlements au Cameroun. Elle a commis un texte pour dire qu'elle était arrivée en fin de mandat. Les mandats de directeurs généraux, de directeurs d'entreprises publiques, d'établissements publics au Cameroun, c'est 3 ans renouvelables 2 fois. C'est-à-dire qu'on ne peut être directeur général au Cameroun qu'un maximum de 9 ans. Madame Biolay a été nommée en 2010. En 2019, naturellement, devait rendre son tablier. Naturellement, devait rendre son tablier. C'est quelqu'un qui a fait des incursions dans le débat public et plutôt apprécié pour cela, étant membre assumé du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dont le RDPC. Elle a un propos qui semble être un propos libre, un ton qui est plutôt un ton équilibré, avec sa posture d'analyste. Et très souvent, elle a fait un pas de côté par rapport à un mainstream, une façon commune de penser, ou comment dire ça, une doxa qui est imposée à ceux qui appartiennent à ce parti-là. Mais le plus important dans le texte qu'elle a commis, c'est le 3e, c'est le 4e degré. Quand à l'orée ou à l'aube de la journée internationale de la femme, on dit, on souhaite, on suggère qu'une femme puisse remplacer Paul Biya. D'abord, Paul Biya étant mortel, ou Paul Biya étant à la tête d'un pays où il y a des élections, cela suppose, il n'est pas comme un roi à Baleng ou le roi du Maroc ou en Arabie Saoudite ou que sais-je, l'émir du Qatar, il a vocation à un jour à ne plus être locataire des tout dit. Je dis bien locataire des tout dit. Eh bien, Viviane s'est interrogée sur le rôle des femmes. C'était en creux la place des femmes en politique au Cameroun. Est-ce que les femmes vont toujours attendre qu'il y ait la parité? Est-ce que les femmes vont toujours attendre qu'on commente le dernier acte de nomination du président ou de réaménagement ou de remaniement ministériel pour compter le nombre de femmes qui sont portées aux hautes fonctions et pour cela faire le tour au village pour saluer ce que le président de la République a bien voulu accorder à la gente féminine. Donc je pense que sur ce plan-là, elle a bien eu raison. Elle a exercé son devoir ou même son droit de citoyen d'exprimer des positions, mais surtout il faut rappeler, et c'est cela à l'attention du chef de l'État, que les lois et les règlements, ça s'applique. Et concernant les établissements publics, quand on est directeur général d'une entreprise, c'est 3 ans, maximum 9 ans. 3 ans renouvelables 2 fois. Et donc, Viviane, c'est un exemple de ce point de vue-là.
Alors, cela supposerait donc que l'expression démise de ses fonctions est ici un peu abusive. Alors. Oui, si elle a été remplacée à l'année justement de son maximum de mandat, je crois que c'est un acte qui n'aurait même pas dû être pris. Il faudrait tout simplement que le président de la République qui l'a nommé puisse faire la même chose pour l'ensemble des directeurs généraux, l'ensemble des responsables d'établissements publics qui sont sous mandat au Cameroun. Ok, merci. Alors, Jean-Claude Ouanamanga, oui. Le Cameroun, en ce moment, très secoué par l'arrestation de celui qu'on pouvait appeler encore il y a quelque temps. D'ailleurs, il le reste d'ailleurs, c'est pas parce qu'il est en prison qu'il ne l'est plus. L'un des 10 fils, entre guillemets, bien sûr, du président Paul Biya. Qu'est-ce que cela vous explique comme commentaire, cette arrestation? En fait, le Cameroun vit depuis des lustres un sérieux problème de détournement de fonds publics, des rétrocommissions, entre autres. Donc, nous constatons que depuis que le président de la République a demandé, a précisé qu'il y a certains qui vont rendre gorge. Aucun effort a été fait dans ce sens. Nous avons retrouvé plusieurs hauts commis de l'État en prison, mais toujours est-il que certains prennent le temps de continuer à faire de la prévarication, à faire comme ils veulent. Et c'est vraiment dommageable. En ce qui concerne le ministre, l'ex-ministre, parce qu'on n'est pas ministre éternellement, le ministre Mebengo, je dis, il y a la présomption d'innocence qui se pose. Il a été interpellé, on attend que la justice passe. Mais, compte tenu des événements et ce qui est dit et ce qui est présenté, on se dit qu'il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir dans ce sens-là. Donc, nous attendons que la justice passe et on verra la suite. C'est tout ce que je pourrais dire pour le moment, à ce sens-là. D'accord, merci. Donc, on va quitter le Cameroun donc, pour, n'est-ce pas, atterrir en RDC, en République démocratique du Congo, avec Kevin Maïzo. Kevin Maïzo, en ce moment, Martin Fayulu continue de clamer sa victoire et de l'actualité même de son agenda actuel. Il serait en train de consulter des personnalités à l'extérieur de la RDC. Est-ce pour vous quelque chose qui semble avoir du sens aujourd'hui? Je vais répéter un fondamental qui risque de faire mal aux oreilles de certains téléspectateurs qui nous ont suivis dans les émissions passées, mais la répétition est la mère de la science. J'ai toujours dit et répété qu'en RDC, l'enjeu c'est la guerre d'agression que le pays a subie en 1996. Cette guerre d'agression qui a abouti à l'occupation du pays. Tant que les Congolais ne prendront pas leur courage à deux mains pour chasser l'occupation, tout ce que l'on fera, c'est des histoires qu'on va se raconter. On ne peut pas espérer que, disons, combattre la même cause avec le même médicament en espérant avoir un résultat différent que les résultats qu'on avait avant. En 2006, il y a eu élection dans ce pays. Tout le monde, je vais dire, des personnes sérieuses sont unanimes pour reconnaître que c'est Jean-Pierre Bemba qui avait gagné. Mais on a élu, le peuple congolais a voté pour Jean-Pierre Bemba, mais on a élu alias Joseph Kabila. En 2011, l'homme le plus populaire du Congo, Etienne Tshisekedi, a confronté le même Joseph Kabila. Bon, le peuple congolais a voté pour Etienne Tshisekedi, mais ceux qui ont la souveraineté, ceux qui ont pris en otage la souveraineté de la RDC, ont fait élire toujours alias Joseph Kabila contre Etienne Tshisekedi. Et maintenant, entre Martin Fayulu, que le peuple congolais a voté, pas parce qu'il avait le meilleur programme, mais juste pour exprimer les rejets du système occidentalo-kabiliste. Ils l'ont voté selon les fiches ou les files qui ont fuité au niveau du Financial Times, au niveau des résultats donnés par les observateurs de l'Église catholique,
au niveau des résultats tels qu'observés par ceux de l'église protestante, Martin Fayulu aurait obtenu plus de 60% de voix. Mais aujourd'hui, c'est lui que certains Congolais appellent Bizimungu. C'est-à-dire, il y avait un président rwandais qui a été désigné par Paul Kagame mais qui n'avait aucun pouvoir. Bizimungu, c'est l'équivalent d'un pantin. C'est lui-là même que certains Congolais appellent maintenant les pétins du Congo, les collabos suprêmes, c'est-à-dire M. Félix Tshisekedi s'est retrouvé président au détriment de Martin Fayulu. Alors, Martin Fayulu va faire une tournée internationale, comme a essayé, Jean-Pierre Bemba a essayé de prendre des armes, après avoir accepté l'inacceptable. On lui est tombé dessus à bras raccourcis et on l'a neutralisé. Étienne Tshisekedi, l'homme le plus populaire, lui, c'est chaque fois qu'il ouvrait sa bouche, il y avait un défilé mais incroyable de tout ce que l'Occident compte comme diplomate vers Limete. Limete, c'est les quartiers de Kinshasa où habitait Tshisekedi. Aujourd'hui, Fayulu reprend la même erreur. Il va faire une tournée internationale. La légitimité, c'est le peuple qui le donne. La légitimité, ce n'est pas les Occidentaux. Un chercheur de l'université de New York, qui a une ONG hyper connue en Afrique, Jason Stern, avait dit noir sur blanc qu'un grand diplomate occidental, Jason Stern est américain, lui avait confié, il lui avait dit que pour les Occidentaux, la seule chose qui compte, c'est que M. Kabila désigne un dauphin. Et même si ces dauphins fraudaient, ils sont prêts à les soutenir. Et en filigrane, c'était au nom de ce qu'ils appellent la stabilité et la paix. La stabilité de quoi? La stabilité des pillages des matières premières du Congo. La paix dans les pillages du Congo, parce que ceux qui pillent le Congo n'aiment pas les empêcheurs de tourner en rond, les empêcheurs de piller en paix. Donc, c'est ce que Jason Stern a dit. Et du moment que Joseph Kabila a présenté un faux dauphin, mais il y en avait un vrai derrière. Le faux, c'était Chadari, le vrai, c'était Félix Tshisekedi Tshilombo. C'était le vrai dauphin. Avec la fraude qu'il y a eu, les Occidentaux soutiennent ces systèmes, c'est-à-dire Kabila à la manœuvre et les pantins devant. Ils soutiennent ces systèmes. Alors, Fayulu sait ce qui se passe. Il a dit à la RTBF, il a dit ceci, que je peux donner l'ordre à la population de ne pas obéir à Félix Tshisekedi. Et il sait que la population suivra. La grande question, pourquoi il ne le fait pas? Parce que monsieur ne croit pas au peuple qu'il a élu. Monsieur croit aux Occidentaux. Or, les Occidentaux ont leur agenda. Et l'agenda, c'est quoi? C'est qu'il y aura un pouvoir qui va perpétuer le système de pillage. Et à côté, il y aura une opposition d'accompagnement qui va faire un théâtre et le peuple ne verra que du feu. On va y revenir. De toute façon, on a le Congo aujourd'hui au menu de ce débat. Alors, je vais donc passer la parole à Joël Didiengo. Je vais proposer plutôt un autre sujet qui m'est inspiré par ce qu'on vient d'écouter donc de Kevin Maïzo. Alors, Moïse Kamto et toutes les personnes incarcérées aujourd'hui ont vu refuser leur demande de comparution libre. Qu'est-ce que cela vous inspire comme situation? La difficulté, c'est que là je reprends, je rebondis un peu en parlant de Maurice Kamto par rapport à ce qui nous a été dit sur l'incarcération récente d'un ponte tout-puissant du régime de Yaoundé. C'est que on est face, quand bien même on est juriste, on est face à une donne au Cameroun qui est assez bizarre et qui est assez terrible, parce que souvent on veut bien accompagner par bonne foi en se disant on est face à un état de droit, mais on se rend compte que dans les faits, c'est en cela que je veux dire, dans le cas Kamto, c'est qu'on touche là à toute la perversité du système judiciaire camerounais. Faisons simple. Une manifestation, quand bien même elle est interdite, et que vous manifestez, vous ne vous retrouvez pas devant un tribunal militaire. C'est nulle part. Dans aucun pays, vous avez cette donne-là. Monsieur Kamto, qui est un juriste avant d'être un politique, a essayé de sortir, de jouer même la carte d'un homme d'État, qui est de dire, je compte sur les institutions de mon pays, je leur donne la possibilité de se rattraper, de sortir le contentieux du domaine militaire, du
du tribunal militaire pour qu'au moins on aille vers un tribunal civil. Y compris cela lui a été refusé cette semaine. Et donc, vers quoi s'achemine-t-on, pour faire simple, parce que je ne vais pas être long, c'est qu'on s'achemine dans les semaines qui viennent vers soit ce que je vois défiler, et je ne vais pas perdre de temps à ceux qui nous regardent, on aura forcément, à un moment donné, le chef, le président de la magistrature suprême du Cameroun qui fera ce qu'il aime souvent faire ces derniers temps, qui est la grâce présidentielle. Parce que je ne vois pas comment il sortira autrement dans cette histoire où vous avez toutes les chancelleries occidentales, même si je ne veux pas aborder sur ce plan. Vous avez la semaine prochaine le vice-secrétaire, le sous-secrétaire d'État américain qui va séjourner à Yaoundé, qui a déjà annoncé. On va y arriver. C'est pour dire que ce dont on assiste actuellement est embarrassant à plusieurs titres, parce que nous savons déjà quelle sera la suite, la fin. Donc, je ne vais pas me mettre à commenter sur une procédure qui en elle-même ne représente plus au sens juridique, qui n'apporte rien aux juristes en tant que tel. Peut-être la souffrance que j'ai, c'est de voir que des opposants, des vrais opposants camerounais, séjournent en prison. C'est tout ce que je voulais dire concernant le sujet sur lequel je suis obligé de commencer ce débat, qui est celui du sujet Cameroun. Je pense que le pouvoir va se ressaisir, il va se ressaisir à la manière dont il le fait ces dernières années, c'est qu'il y aura une grâce présidentielle et le président sortira par le haut dans cette histoire. C'est tout ce que j'avais à dire. Ok, merci. Donc ces commentaires faits, je vous propose à présent donc de prendre à bras le corps les différents thèmes de l'émission de cet après-midi. Alors, Abdelaziz Mondé, le secrétaire adjoint aux affaires africaines, est en tournée en Afrique entre le 2 et le 22 mars. Il sera notamment au Cameroun. Quels sont les enjeux selon vous d'une telle tournée aujourd'hui? Alors, le gendarme du monde va ôter son képi pour plusieurs destinations, évidemment faisant partie de ceux qui sont très très circonspects et très regardants sur ces questions à la fois d'ingérence, de férule occidentale ou tout simplement d'oukase d'un certain nombre de pays. Voilà, mon propos va être très simple concernant le cas camerounais. C'est que à chaque fois qu'il y a une position qui est prise par un partenaire du Cameroun, puisque quand il n'y a pas de problème, c'est un partenaire du Cameroun. Quand j'étais jeune journaliste, jeune apprenti journaliste à l'ESTIC, dans les stages ou en écoutant des aînés qui nous ont appris le métier, il y avait un certain nombre de pays qui étaient catalogués partenaires du Cameroun. Mais chaque fois que ces personnalités qui avaient les faveurs de journalistes camerounais, quand ça se passait bien, chaque fois qu'elles osaient un commentaire un tout petit peu désagréable sur le Cameroun, alors on criait à l'ingérence. Et je n'avais jamais entendu aucun journaliste, y compris ceux qui sont réputés les plus brillants, Charles Nongo et d'autres, parler de ce que sur le perron de l'Élysée, le président du Cameroun dit « je suis le meilleur élève de François Mitterrand ou de la France ». C'était selon. C'était quand même grave. Vous voyez le président d'un pays qui se déplace dans un autre et qui parle d'être l'élève. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est-à-dire qu'on a pris une tradition dans notre pays, le Cameroun, avec des situations comme celle que Joël Didier Ngo venait de décrire, des situations qui sont inacceptables, des situations qui sont absurdes, parce que Maître Ndoki, N'Djamène, Penda Ekoka, l'artiste Valsero et d'autres qui manifestent se retrouvent dans des conditions absolument horribles, je vous pèse mes mots, dans des cellules infectes qui sont traînées au groupement spécial d'opération qui, je le rappelle, a été créé au Cameroun pour lutter contre le grand banditisme et contre le terrorisme. Maurice Kamto, Penda Ekoka, etc. n'ont rien à faire dans les cellules du GSO. C'est-à-dire que si vous voulez juger, comme on l'a fait pour les gilets jaunes ici, on a vu des interpellations et des comparutions immédiates de gens qui ont, comme Éric Drouet, appelé à des manifestations non autorisées et ils ont été condamnés à 1 mois de prison avec sursis. C'était quelque chose de classique, c'était quelque chose de simple. Alors d'où vient-il que au Cameroun, on en vienne à créer des situations telles que le sous-secrétaire d'État américain vient nous parler de situations comme ça? On a quand même beaucoup de choses à faire dans notre pays. Il y a la stratégie d'émergence qui a été énoncée en 2006, qui de 2010 à 2020 devait être évaluée. Le ministre Motaza a encore dit l'autre jour qu'il fallait oublier cette stratégie-là, il fallait bâtir de nouveaux outils.
parti. Voilà les problèmes. On a des femmes au Cameroun qui sont séquestrées parce qu'elles ont accouché par césarienne. Elles sont dans les hôpitaux qui sont devenus des lieux de détention. Voilà des vrais problèmes au Cameroun. On a la Coupe d'Afrique des Nations, pays de Joseph-Antoine Bell, de Roger Mila, de Thomas Kono et de Samuel Eto'o qui n'arrivent pas à organiser la CAN en temps en heure. D'où vient-il qu'on en soit à créer des problèmes qui n'existent pas pour que le sous-secrétaire d'État américain s'exprime sur des questions? Je rappelle que le Cameroun a quand même obtenu des financements de ce même État américain pour des questions qui concernent les droits de l'homme. Le ministre des Relations extérieures du Cameroun reçoit régulièrement des émissaires américains, y compris le président Biya, pour faire un point sur la situation bilatérale. Et à jamais on a parlé de cette question d'ingérence. Mais je pense que si aujourd'hui, ce qu'on a appelé, je n'aime pas cette expression-là, ce qu'on a appelé la communauté internationale, parce que ça n'existe pas, s'il y a des partenaires du Cameroun qui parlent d'une question comme celle-là, c'est quand même que c'est grave. Vous n'avez pas un Camerounais qui arrive deuxième à l'élection présidentielle, qui conteste comme il entend. C'est son problème. Mais si vous le mettez en prison, ne vous attendez pas à ce que le monde vous regarde comme ça. On ne va pas regarder des opposants, 200 Camerounais embastillés, pris à Bafoussam, pris à Ebolo, pris à Yaoundé, pris dans les villes du Cameroun, qu'on met en prison sans que les gens ne puissent s'exprimer. Donc je pense que le secrétaire d'État américain, pour terminer, viendra délivrer son propos. Je suis très très réservé sur ce type de pratique, mais mon point de vue en tant qu'Camerounais, en tant qu'Africain, est qu'on peut très bien éviter ce genre de choses dans un pays comme le Cameroun. D'accord. Alors, Jean-Claude Onamanga, vous pensez également qu'il y a une espèce de immixtion dans nos affaires, telles que semble nous le dire Abdelaziz Moundé, avec l'arrivée notamment le 17-18 mars prochain du secrétaire adjoint aux affaires africaines? Vous savez, le secrétaire adjoint américain chargé des affaires africaines Tibor Aguirre n'est pas censé venir uniquement au Cameroun. Je crois qu'il fait un tour des pays africains. Alors, vous savez, le Cameroun et les États-Unis... Il ira en RDC également. Oui, le Cameroun et les États-Unis entretiennent depuis fort longtemps des relations cordiales et de haut vol. Des relations intéressantes et intéressées. Il s'agit de rapports entre États, ce n'est pas entre individus. Un sous-secrétaire d'État américain, tant bien même chargé des affaires africaines, tient des propos qui peuvent être interprétés hors contexte. On l'attend au Cameroun quand il fera sa tournée. Peut-être on saura lui dire davantage ce que nous les Camerounais on ressent, ou bien ce que nous les Camerounais on entend par certaines approches de la situation politique au Cameroun. Donc on ne va pas se ruer sur les bancards pour dire ah il a dit ceci, il a dit cela. Non, moi je crois qu'il faut l'attendre sur place. On a vu plein de personnes qui tenaient des propos ailleurs fort désagréables, mais quand ils arrivent au Cameroun, on arrive à leur parler. Vous savez, le Camerounais n'a pas froid aux yeux quand il faut dire ce qu'il pense. Hein. Donc, je dis, hors contexte, peut-être, mais ce n'est pas le sous-secrétaire d'État africain, un sous-secrétaire des affaires africaines, américain, qui va venir dicter la loi à l'État du Cameroun. Il faut vraiment faire très attention. Il faudrait qu'on se fasse respecter. Et le respect, ça passe par là. Donc, en gros, pour vous, c'est une émission, mais... Une émission, je ne peux pas dire que c'est une émission parce que c'est des propos qu'une personne, même si elle est responsable, un sous-ministre ne peut pas s'immiscer. S'il avait été ministre, non, même pas le ministre, ça aurait été le président Donald Trump qui, lui, quand il parle des États-Unis, dit « America First », qui viendra nous dicter, qui aurait pu dire certaines choses. J'ai dit, à ce moment, j'aurais bondi sur l'occasion pour dire au président Donald Trump, il faut faire attention. Mais un sous-secrétaire, un sous-ministre, il ne faudrait pas lui donner cette importance qu'il n'a pas. Nous, on respecte les États-Unis, on respecte Donald Trump qui est le président des États-Unis. Les Cameroun avec les États-Unis ont des relations fort intéressantes et intéressées. Il faut vraiment faire très attention avec ces termes que je sors, intéressante et intéressée. S'il vous plaît. J'avais juste une précision à faire par rapport à cela. Ok, je vous laisse réagir. Mais j'ai une question également là-dessus.
Peut-être que vous allez réagir à ma question. Je crois qu'en matière de diplomatie, il y a ce que l'on voit et ce qui se fait réellement. Et je pense que lorsque le sous-secrétaire d'État américain arrive en Afrique, il a un agenda bien précis. Et l'agenda actuel, surtout pour le Cameroun, qui est un pays stratégique, c'est-à-dire un pays qui se trouve à la fois aux confins de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, de la bande du Sahel, hein, là où s'arrête un peu toute l'instabilité qu'il y a avec le dossier Boko Haram et tout ce que les islamistes font. Lorsque le sous-secrétaire d'État arrive, il arrive premièrement pour la sécurité des États-Unis. Je vous rappelle un fait. La Russie, l'ennemi des Américains, se trouve en Centrafrique et au Soudan du Sud. Il vient officiellement, ou disons principalement, et de façon officiellement officieuse, pour cela. Si je dis officiellement, c'est pour des questions commerciales, on a dit. Des questions commerciales et de paix. Voilà. C'est-à-dire qu'en réalité, il vient pour ça, mais il faut aussi qu'il brandisse un autre agenda. Et comme les puissances dominantes ont l'habitude de se permettre certaines choses en Afrique, ce qu'ils ne feront pas pour d'autres pays, donc il y a des déclarations qui sont faites. Ils sont tout simplement habitués à faire ce genre de déclarations parce qu'ils sont en territoire conquis. Mais la réalité de l'histoire, c'est quelqu'un qui vient sauver l'influence de l'Amérique par rapport à la Russie qui débarque, mais qui débarque avec force. Alors, je reste donc avec vous, toujours avec cette tournée de M. Tibor Aguirre, j'espère que je prononce bien. Alors, très concrètement, il va être également en RDC. Et puis, on a bien, tous étaient au courant des décisions qui ont été prises contre je crois que c'était des agents, des responsables de la CENI, et de l'État et de la CENI surtout. De la compétition. Est-ce qu'il n'y a pas dans cette mission en RDC qu'effectuera M. Tibor Aguirre quelque chose qu'on peut imaginer déjà après ces sanctions dures sur quelques responsables de la CENI et puis même de l'État actuel? Cette visite va faire transparaître au grand jour l'hypocrisie des Occidentaux. Ils prennent des... Malgré les sanctions, ils sont toujours hypocrites? Oui, mais quand vous sanctionnez les responsables de la CENI, tout le monde connaît les patrons du système. C'est un certain Joseph Kabila. Bloomberg TV qui a sorti des dossiers et des dossiers, comment ce pays est saigné à blanc par les clans Kabila. Il n'a jamais été sanctionné. On sanctionne que des sous-fifres. Lui, il est intouchable parce que monsieur a rendu des services énormes, notamment à certains intérêts américains. La guerre à l'est du Congo et lors du génocide du Rwanda, tout le monde sait que c'est Bill Clinton. Donc, si le monde était juste, monsieur Clinton devrait se retrouver devant le juge. Donc, hypocritement, on sanctionne des sous-fifres, mais on ne touche pas la cible. Et là, ils sont en train de jouer à un jeu opposé Félix Tshisekedi à Joseph Kabila. Lorsqu'on oppose les deux s'affaiblissent et ils peuvent faire passer leur agenda. Pour Kabila, on les tient en respect en se servant de Félix Tshisekedi comme d'une espèce de bulldog menaçant. Et pour Félix Tshisekedi, on les tient par la barbichette en lui disant, en lui rappelant comment il est arrivé au pouvoir comme un receleur d'une fraude électorale et que s'il veut les soutiens américains pour mettre M. Kabila hors circuit, il doit être obéissant comme un toutou. Au fait, ils sont en train d'opposer ces deux, de jouer à un jeu subtil. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Au Venezuela, ils ont reconnu quelqu'un qui s'est proclamé président illégalement. Ils l'ont reconnu, ils menacent même d'une guerre. Mais en RDC, c'est pire que ce qui se passe au Venezuela. En nombre de morts, les États-Unis auraient voulu que ça s'arrête. Il suffisait d'un petit coup sur la table, dire enough is enough, maintenant cette guerre c'est terminé, vous mettez de l'ordre dans vos histoires, ça sera fait. Alors tout ce qu'ils font, moi j'ai dit, c'est une distraction de mauvais goût. D'accord. Vous vouliez oui, je veux rebondir après ce qu'avait dit Jean Onamanga tout à l'heure. Évidemment, sans être type des rapports de force et des rapports d'intérêt entre les puissances, entre les États déjà, et les rapports de les puissances, je n'aime pas utiliser ce terme occidental, moi je suis dans une logique beaucoup plus multilatérale, avec nos pays.
j'ai quand même envie de dire, parce que je rebondis au propos de mon compatriote, de dire que... Manga, c'est ça. Manga. Oui, monsieur Manga. Les États-Unis, vous avez un sous-secrétaire d'État américain qui va à Yaoundé. Vous n'aurez pas un autre représentant de l'administration Trump aux États-Unis. Aux États-Unis, on parle d'administration. Quand on dit l'administration Clinton, l'administration Trump, l'administration Obama, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'un secrétaire d'État, un ministre américain répond directement au président des États-Unis. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que quand il vient à Yaoundé, il a un agenda, comme vous l'avez dit si bien, qui est déjà clair. Il sait très bien l'agenda. Il y a un agenda officiel, il y a même un agenda officieux, mais quand il vient, c'est Trump que vous avez à Yaoundé, que vous aurez à Yaoundé. Vous n'aurez pas Trump physiquement, mais vous aurez son représentant direct à Yaoundé. Donc, ce qu'il va dire là, même s'il ne le dit pas, quand il annonce, c'est peut-être pour nous, Camerounais, épris de notre nationalisme, de notre patriotisme, ça peut nous choquer, mais sachez que il y a un certain nombre de paramètres qui font que un représentant américain ne peut plus arriver à Yaoundé comme il arrivait dans les années 70 ou 80. Il y a le premier paramètre, c'est qu'on a des diasporas camerouno-américaines aux États-Unis. Quand ils sont là-bas, ce sont des gens qui votent, ce sont des gens qui ont de la voix, certains sont même dans des institutions, quand bien même on ne les voit que comme des activistes, certains sont des militaires, certains sont des officiers, donc tous ces gens-là, et j'ai même aimé ce que le secrétaire d'État américain a dit dans une interview, dans une des radios que vous parlez, il dit, le Cameroun est le pays pour lequel je suis le plus touché, contacté chaque jour. Donc je connais le menu de ce qui se passe au Cameroun, de tous les États africains, y compris la RDC, à cause de la diaspora. Donc, n'ayons plus une lecture qui consiste simplement à s'arrêter au prisme strictement diplomatique, comme on le voit. C'est qu'il vient parce qu'il est quelque part contraint par des données internes, même aux États-Unis, de régler la question camerounaise. Parce que la question camerounaise, c'est une question stratégique, mais c'est aussi une question qui influe maintenant de manière directe sur des problèmes internes aux États-Unis, qui est qu'ils ne savent plus comment gérer un certain nombre de diasporas africaines qui sont là pour... On a la question anglophone au Cameroun, avant même la question Camto, on avait la question anglophone. Et la question anglophone est prégnante dans la relation camerouno-américaine parce que c'est elle qui a à la limite accéléré le processus d'observation stricte que les Américains n'avaient pas sur la question par rapport à Boko Haram. On signalait des exactions, ils ne faisaient rien. Mais, il y a eu des Américains qui sont d'ailleurs morts. Oui, qui sont morts. Mais là, pour la première fois, ils ont pris des sanctions. Ils ont, sur le plan militaire, retiré leurs soldats. Ce qu'il était jusque-là. Trump est arrivé, il a remplacé Obama. Jamais Trump n'avait remis ça en question. Mais il a vraiment fallu un processus de pression venue des Camerounais. Je dis bien des Camerounais natifs. C'est là où je veux dire et terminer en disant que il faut que dans notre lecture, y compris quand on a une lecture interne camerounaise, nous intégrions de plus en plus la dimension qui est qu'on vit dans un monde intégré qui fait que des Camerounais aujourd'hui, ce qui se passe à Yaoundé, j'ai vu le représentant, l'ambassadeur du Cameroun à l'ONU faire un discours surréaliste devant la Commission des droits de l'homme là-dessus. Ce qui se passe au Cameroun est su à l'heure près, à la minute près, par ceux qui sont nos partenaires. Et ils sont obligés, et il faut bien reconnaître que même s'ils privilégient des questions économiques, ils sont obligés maintenant de mettre dans leur agenda des questions de droits de l'homme, des questions de violation des droits de l'homme, des questions même d'incarcération des opposants, qui étaient, soyons honnêtes, qui étaient secondaires dans l'agenda des Occidentaux. C'est ça que je voulais dire. Alors, c'est tout à fait... on va le laisser répondre puisque... c'est très intéressant que mon frère Joël Didier Ngo venait de parler là tout de suite, parce que quand je tenais mon propos tout à l'heure, j'ai dit que nous attendons le sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines à Yaoundé. Je n'ai pas osé parler de lobbying quelconque de la diaspora aux États-Unis. Mais en filigrane, il fallait le lire. Donc, nous savons que la diaspora camerounaise aux États-Unis, une certaine diaspora,
inonde constamment et quotidiennement l'administration américaine de nouvelles qu'elle seule maîtrise. Donc, il revient donc au sous-secrétaire américain d'arriver à Yaoundé et de se dire, mais tiens donc, nous avons autant de nouvelles que celle-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? C'est pour ça qu'à Yaoundé, on aura l'opportunité. L'autorité de Yaoundé va présenter sa vérité quant à toutes ces nouvelles qui ont été apportées, qui ont été inondées à l'administration américaine. Donc, ça ne fait que ajouter des éléments sur ceux dont j'ai parlé tout à l'heure. Il n'y a aucune contradiction quelconque. Donc, ce n'est pas une lecture partielle, c'est une lecture totale que j'ai eu à donner, même si c'est en filigrane qu'il fallait le lire. Ok, je vais vous laisser reprendre, mais je voulais quand même que vous commentiez de manière globale la situation, surtout ici, c'est cette tournée africaine aussi, qui est certes aussi occidentale. Oui, alors moi je voulais savoir, parce que là on entend des analyses ou alors des commentaires qui font état de stratégies différentes selon qu'on soit au Cameroun ou en RDC. Et du coup, je voulais savoir si vous avez avis. Moi, je pense qu'il y a des lignes qui se recoupent par rapport à la question de la RDC. C'est qu'il y a quand même un précédent. Le cadre des relations internationales, depuis 50 ans, a des constantes. C'est-à-dire que quand un Américain, un Français, un Belge vient dans un pays africain, on a traditionnellement les Français à qui on a sous-traité une partie qui correspondait à son ancien empire colonial. On a appelé ça le précaré. Et au niveau de l'Union européenne, c'était la France, basta. On ne s'en occupait pas. Les Américains qui avaient une sorte de vue assez panoramique, le Zaïre, l'ex-Zaïre en était un des exemples emblématiques où se jouait un enjeu par rapport à la guerre froide. Donc il y a tout cet arrière-plan historique, psychologique et géostratégique qui impacte et qui influence aujourd'hui l'analyse. Je pense qu'à ce niveau-là, on a des éléments qui se recoupent. Le deuxième niveau, c'est peut-être qu'il y a des éléments qui ont changé, des éléments qui se sont introduits là-dedans, parce que aujourd'hui les acteurs des relations internationales ne sont plus que les États. Il y a des organisations non gouvernementales, il y a des lobbies, il y a des diasporas aujourd'hui, les diasporas chinoises, les diasporas juives, les diasporas d'un certain nombre de pays, les diasporas tibétaines exercent des rôles auprès d'un certain nombre de pays occidentaux pour agir sur Pékin. Tout cela est connu. Dans le cas d'espèce, pour parler du Cameroun ou de la RDC, les Camerounais, comme les Congolais de l'extérieur, aussi ont des logiques et des dynamiques qui les amènent en fonction du pays où ils se trouvent, en Belgique, qui a une certaine influence en RDC ou en France, ou aux États-Unis, des pays qui ont un certain impact sur le Cameroun et la RDC précisément. Sur le Cameroun et sur les diasporas, ce qui se passe, et je reviens sur mon propos, c'est que les Africains que nous sommes, Congolais comme Camerounais, peuvent éviter ces incursions dans les vies, dans les situations intérieures de nos pays, en assurant ce qu'il faut. Un exemple pour la question de la RDC. Vous avez une enquête qui a été diffusée sur France 2 dans le cadre d'une enquête dans le cadre d'une enquête de France 2. Glencore, une affaire de corruption, où on voit qu'un Israélien est un intermédiaire entre Glencore et M. Joseph Kabila, qui était président de la République. Un pas de porte à $1 milliard qui font comme la neige sur le sommet du Kilimandjaro pour être fixé à 190 millions d'euros. Qui l'empoche, c'est un certain nombre de personnes qui sont autour du président Joseph Kabila. C'est dit dans l'enquête. Les téléspectateurs peuvent le regarder sur France 2. Alors, qu'est-ce qui est fait à ce niveau-là? Est-ce qu'au niveau de la RDC, on a suffisamment une classe politique, des citoyens, ou une société civile qui peut prendre en main véritablement ces questions pour que ce qui se passe aujourd'hui avec la Russie en Centrafrique, parce que les Russes ne sont pas en Centrafrique parce qu'ils sont tiers-mondistes comme il y a à Bandung, etc. Mais c'est parce qu'il y a des intérêts là-bas précisément, comme la France y était. Donc mon propos, c'est de dire que sur l'affaire Camto, par exemple, si le Cameroun évitait ces exactions en matière de droits de l'homme, je ne vois pas comment le sous-secrétaire d'État américain allait intervenir sur des questions comme celle-là. Ou comme
il en va de cette question comme de bien d'autres questions concernant le Cameroun ou la RDC, où on donne toujours du grain à moudre à des gens qui viennent pour des relations intéressées, comme le disait tout à l'heure Ounamanga, parce que cette question de relations intéressées, elle est au cœur des relations internationales ou de nos rapports avec cet ensemble de pays qu'on appelle occidentaux pour englober de manière générale. Donc je pense que c'est cela. Si on ne veut pas que le sous-secrétaire d'État américain, qui, comme Joël l'a dit, est vraiment l'interlocuteur des Africains en la matière, c'est très segmenté aux États-Unis. Le département d'État est très segmenté et généralement, c'est pas la première fois qu'il y a un sous-secrétaire d'État américain qui vient au Cameroun chargé des affaires africaines. Il vient pour adresser un certain nombre de messages et de questions qui sont soit bilatérales, soit périphériques par rapport aux relations entre le Cameroun et les États-Unis. Alors, je vais laisser Thierry Moïso, qui ne semble pas être d'accord avec cette analyse. Non, en fait, non, je suis globalement d'accord, mais... Ah, d'accord. C'est pour ça que j'ai pris les guillemets en mettant ensemble. Oui, je ferai peut-être des précisions. Oui. Vous savez qu'il y a une guerre actuelle entre la puissance dominante des États-Unis et la puissance émergente, la Chine, voilà, sur la scène internationale. Et la puissance, en fait, la grande question ou l'enjeu, c'est quoi? Est-ce que la puissance émergente, la Chine, va accepter d'employer, d'utiliser les règles mises en place par la puissance dominante? C'est ça la grande question. La Chine, en droit international, on le sait, lorsque la Chine coopère avec un pays, il ne pose pas trop de questions. Pardon, elle n'est pas trop regardante par rapport aux droits de l'homme, à tout ce qui va à côté. Et les autres, les Américains, qui regardaient les droits de l'homme avant de regarder, en même temps que l'économie, les droits de l'homme, c'était une espèce de moyen de pression, ont compris qu'ils sont en train de perdre du terrain. Alors là, il n'y a pas que la Chine qui est en Afrique, la Russie devient en Afrique, parce que même si la Russie a une économie peut-être assez faible sur le plan global, mais sur le plan militaire, c'est une grande puissance qui s'affirme comme telle, qui vient d'infliger une puissante défaite aux Occidentaux en Syrie. Et c'est un pays qui, pour défendre ses intérêts en Afrique, est prêt, mais à se défendre même militairement. Donc, lorsque les Américains passent en Afrique, ils passent par rapport aux intérêts américains, aux intérêts stratégiques américains, ils passent par rapport à ce que pour juguler la percée de la Chine en Afrique, et ils en profitent pour utiliser cette affaire de droits de l'homme comme moyen de pression. C'est-à-dire que si les gouvernements africains avaient fait certaines choses dans les règles de l'art, selon des standards internationalement reconnus, les autres n'auraient pas eu ces leviers pour venir vous imposer des choses en se servant des droits de l'homme. Parce que avant de vous faire signer un contrat économique léonais, on vous complexe d'abord par rapport aux droits de l'homme. Et parlant de cette question, je ne veux pas couper la parole, c'est que comment ça se fait que la SADC, la RDC appartient à une sous-région en Afrique. Et cette sous-région-là, vous avez la plupart des réserves minières de terres rares et de matières premières stratégiques se trouvent dans ce sud de l'Afrique, dans cette Afrique australe. Comment en 2019, la RDC, la Zambie, la Namibie, le Botswana, l'Afrique du Sud n'ont pas encore trouvé le moyen de mutualiser leur politique en matière de négociation sur ces questions stratégiques-là? Quand il y a des forums ou des sommets de la SADC, de quoi parle-t-on? Ce sont des politiques d'accompagnement. C'est pour cette raison que je suis à titre personnel très gêné sur ces questions. Parce que nous raisonnons, c'est une infantilisation des Africains, puisque chaque fois nous sommes obligés de décrire la situation des relations internationales telle qu'elle se passe, telle qu'elle se déroule. Alors même que, comme on a planté le décor, on a dit un certain nombre de choses sur la complexité de cet échiquier international. On va toujours parler de la bataille entre la Chine et les États-Unis, ou des incursions de la Russie, du précaré français. Quand est-ce qu'on pourra parler véritablement d'Africains qui ont, en termes de rapport de force, une stratégie coordonnée, où le sommet de l'Union africaine sert à cela, le sommet de la SADC ou de la CEDEAO, voire de la CEMAC, sert véritablement, parce que la question des matières premières
première stratégique. Je pense qu'on est au cœur. On a dit relations intéressées tout à l'heure. On est au cœur de la question. Et on va revenir sur Diaf TV. Bon, on va se prêter au jeu. Nous sommes les meubles aujourd'hui. On va revenir pour traiter des mêmes questions tout le temps, alors même qu'il faut déjà franchir un pas sur ce continent. America First. Oui. Voilà. America First. Oui. Je ne vois pas, moi, je ne vois pas comment Donald Trump va faire venir son secrétaire d'État chargé des affaires africaines pour parler de l'affaire de Kamto. Déjà, nous ne maîtrisons pas le dossier Kamto. C'est la justice camerounaise qui va nous dire davantage de quoi il est question. Mon frère de la RDC, la communauté internationale est intervenue en RDC depuis le départ de Mobutu, voire davantage depuis l'assassinat de Kabila père. Même de Lumumba. Lumumba, parce qu'il y a des gens qui confondent toujours beaucoup de choses. Lumumba était le premier ministre de Kasavubu. Oui, bien Donc, sûr. parlons peut-être de Kasavubu, mais pas de Lumumba. Lumumba a été assassiné. Certes, il y a des gens qui ont été assassinés après Lumumba et tout. Qui ont Mais Kasavubu n'avait pas de pouvoir. C'était qu'on n'avait pas de pouvoir. C'est le seul régime parlementaire. Je suis légaliste. Moi, je suis légaliste. Non, c'est pas une question. Donc, je voulais dire, j'achève mon propos. Il suffit que j'achève mon propos. Alors, je voulais savoir, la communauté internationale est intervenue en RDC. Y a-t-il un embelli depuis lors? Non, du tout. Mais pourquoi donc on ne parle pas de ces choses essentielles? De la présence de la communauté internationale en RDC, qu'est-ce qu'elle a apporté? Est-ce qu'on peut aller de l'avant avec cette présence? Parce que on a bien parlé de Fallou qui a gagné les élections, qui ceci, et puis l'autre Tshisekedi qui a fait. Mais tant que la communauté internationale a montré ses limites, et que cette même communauté internationale, on la fasse venir à ce jour pour dire qu'elle va venir nous dicter la loi, entre guillemets, ce qui n'est pas vrai, c'est très délicat. Donc je dis, il faut faire très attention. Il faudrait qu'on voit ce qui est important chez nous d'abord. La communauté internationale. Le débat interactif sur ça, je vous laisse débattre. Mais après, je vous prendrai la main. Ce que je voulais faire comme précision, c'est que, y compris, et je rebondis sur ce que disait Abdelaziz, y compris la communauté internationale, quand on parle de communauté internationale, ou le club occidental, on parle du club occidental. En réalité, il n'est plus forcément aussi homogène qu'on le pense, suivant les pays parfois et suivant des crises. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'entendre sur certains points et sur dans certaines crises, on voit qu'ils parlent de divergents, même s'ils se retrouvent après, comme ce que nous a montré la RDC, notamment lors de la dernière élection. Ils sont en train de se retrouver actuellement, mais pendant l'élection, ils ne s'entendaient pas du tout. La stratégie du Quai d'Orsay n'était pas forcément la même que celle dont la stratégie des pays anglo-saxons était quand même différente. C'est ça que je veux dire. On n'a pas... Nous, côté africain, au côté Afrique, et c'est ça que je parlais quand je disais tout à l'heure, qu'on manque souvent de stratégie coordonnée. Parce que nous avons des acteurs qui eux, s'adaptent rapidement, suivant les enjeux, et savent souvent s'adapter. Alors que nous sommes toujours dans un positionnement qui consiste à dire qu'on a hérité, et tant mieux, nous l'avons hérité pour sortir en fait de la colonisation. On a adopté une stratégie qui était celle de l'indépendance, de la souveraineté, qu'on partage encore aujourd'hui. Mais même la souveraineté, en termes de droit international, elle est mouvante, elle n'est pas statique. C'est-à-dire que la souveraineté, en termes diplomatiques, ne veut plus dire grand-chose si à côté, vous ne l'accompagnez plus. Là, je fais de manière vraiment pour des gens qui nous suivent. Si vous ne l'accompagnez pas de vraies stratégies de souveraineté économique, on va aborder le franc CFA ici. Pourquoi on l'aborde? C'est dans ce sens-là. C'est pour dire que si des acteurs comme ça viennent intervenir dans nos affaires intérieures, c'est que nous leur laissons le champ pour qu'ils viennent intervenir dans nos affaires intérieures. C'est pas que nous soutenons tel ou tel quand nous intervenons sur les droits de l'homme. Nous soutenons tel ou tel acteur dans le jeu interne camerounais. Là, je reviens sur le jeu interne camerounais. Si le secrétaire d'État américain se permet de parler de l'affaire Kamto, c'est qu'il a senti que là, il y a une faille sur laquelle il va embrayer. C'est comme une faille sur laquelle vous allez enquiquiner un acteur qui est votre partenaire bilatéral et que vous sentez affaibli sur ce plan-là. Et vous pouvez, ce que vous aurez en retour
il ne va jamais nous dire ce qu'il a pu avoir en concession de Yaoundé, juste en embrayant sur cette faille de Yaoundé-là. Mais il faut comprendre que quand il embraye là-dedans, ce qu'il aura derrière en retour sera immense pour Kamto. Pour ceux qui sont des soutiens de Kamto, nous verrons peut-être la sortie de Kamto, mais nous ne saurons pas ce qu'il aura eu comme contrepartie, le partenaire américain. C'est ce que je veux dire. Ne dit-on pas que le plus grand allié d'un oppresseur, c'est la mentalité de l'oppressé. Ok, moi je vais poser une question à vous, Karim Maïzo, parce que vous n'avez jamais fait de mystère dans votre rapport on va dire aux injonctions occidentales, aux interventions des puissances occidentales en RDC et même dans le monde. Qu'est-ce que cela vous inspire de savoir que monsieur Thibaut Aguirre, le secrétaire adjoint aux affaires africaines qui vient au Cameroun le 18 mars prochain, est pu dire que Kamto en prison, selon lui, ce n'est pas possible que ce soit, je le paraphrase à peine, hein, que ce n'est pas possible que ce soit vraiment pour les raisons que donne l'État du Cameroun. Est-ce que vous qui êtes très souvent opposé à ces puissances occidentales, est-ce que cela pour vous pourrait avoir du sens? Déjà sur le plan diplomatique, lorsqu'on tient certains propos, il faut avoir de la retenue. Mais lorsque les Occidentaux se permettent certains propos, ils considèrent les États africains comme des pays de merde. Pour reprendre la phrase, la phrase du président américain. Trump, oui. Trump, voilà. C'est des choses que, pour, par exemple, les dire par rapport à un pays tel que la France, ils ne le feront pas. Un pays tel que, je ne sais pas moi, le Vietnam, ils ne le feront pas. Ils savent que les autres savent réfléchir, ils ont des moyens de pression, ils savent se faire respecter. Ils le font par rapport à l'Afrique. Et ils le font pour des intérêts. Ça, c'est ce que nous voyons. C'est juste des moyens de pression dans une balance de négociation. Voilà, on arrive dans une négociation et on met le partenaire en face dans une position de faiblesse pour qu'il négocie au rabais. Et quand le partenaire, il faut dire, quand le partenaire présente des failles, et se donne un bâton pour se faire battre. Alors, parce qu'on ne parle plus aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple, on ne parle pas à l'Éthiopie comme on parle au Cameroun. Non. On ne parle pas au Kenya comme on parle au Cameroun. Je veux... Sur l'échiquier international, je veux prendre ces exemples-là. Oui, ou même à l'Éthiopie. D'accord. Oui. Alors, je vais redonner la parole à... Oui. Mais nous spéculons constamment sur la sortie de Kamto. Moi, je ne suis pas contre que Kamto sorte de reste en prison. Hein. Mais ce que je me pose la question de savoir, c'est mais pourquoi tout de suite nous parlons seulement de la sortie de Kamto? Et pour embrayer sur ce dont disait mon frère de la RDC. Karim Maïzo, oui. Oui. Nous, Africains, nous, Camerounais, quand nous parlons de lobbying, comment pouvons-nous aller vers les Américains, prétendre que les Américains vont venir libérer les Camerounais entre eux, et après se mettre à contester que mais qu'est-ce qu'il y a, c'est une mission? C'est nous qui avons demandé. Les Éthiopiens ne vont pas demander aux Américains de venir intervenir chez nous. Les Éthiopiens s'occupent de leurs problèmes chez eux. Pourquoi nous les Camerounais on se presse à aller voir les Américains pour raconter des histoires? Et je vous dis que du moment où Donald Trump dit America First, je vous jure que ce sous-secrétaire des affaires africaines ne vient pas au Cameroun pour traiter l'affaire de Kamto. Il vient au Cameroun pour traiter des problèmes inhérents aux relations américano-camerounaises. Ça, c'est ce que je veux dire. Il y a quelque chose qui sont oubliés dans ces propos. Il y a quelque chose qui sont oubliés. C'est que la diaspora est toujours à l'image de l'état du pays. Le passeport a un poids. C'est-à-dire, lorsque vous arrivez à l'aéroport, là, aujourd'hui, dans n'importe quel aéroport, je voyage beaucoup. Si vous présentez un passeport chinois, vous êtes respecté. Vous êtes respecté. Mais lorsque vous présentez les passeports d'un pays où, même si on viole vos droits à l'aéroport, l'ambassade de votre pays n'interviendra pas, c'est le cas. Vous ne serez pas respecté. Alors, si on parle par exemple de l'Éthiopie et du Cameroun ou de la RDC, c'est tout simplement dû au fait que l'Éthiopie est devenue un État. Sur le plan économique, l'Éthiopie
pèse quelque chose. Rien que leur société aérienne, nous déplorons l'accident qui a eu. Mais c'est la première. Elle est devenue, elle joue dans... Oui, elle commande des Boeing, mais cette société, les Éthiopiens ont quelle quote-part dans le capital de Ethiopian Airlines? Ethiopian Airlines, c'est une entreprise... Non, mais c'est simple. C'est 50% ou 60%. Ethiopian Airlines, c'est une entreprise qui est entièrement détenue par l'État d'Éthiopie. C'est un fleuron, c'est la prunelle des yeux. Ici de Mondial TV que Ethiopian Airlines appartient. À propos de cette société, déjà l'Éthiopie a monté une société respectable. Et lorsqu'ils ont le capital, les autres sont venus parce que c'est une société éthiopienne. Ça a une réputation, un nom, c'est eux qui ouvrent les capitales, c'est eux qui protègent cette société et c'est eux qui la contrôlent. Donc du coup, c'est les labels Éthiopie. C'est-à-dire, sur le plan diplomatique, si vous aurez un problème avec l'Éthiopie, c'est l'État d'Éthiopie qui exerce. Et je veux dire que c'est une belle réussite africaine, parce que sur 20 ans de réforme à la dure, parce que c'est un pays qui revient de loin, qui a été déstabilisé par les problèmes qu'on sait, ou des problèmes ethniques, des problèmes géostratégiques, géopolitiques internes, Érythrée, la scission, la séparation de l'Érythrée. C'est un pays qui a, justement, pour le fait de cette guerre entre les Oromo et les Tigréens, etc., a subi la famine dans les années 80. Mais c'est un pays qui est reparti avec une gouvernance qui repose sur un certain nombre de piliers, donc dont le pilier fondamental est la souveraineté. C'est le pays qui a battu l'Italie à la guerre, la bataille d'Adwa. L'Éthiopie, c'est pas le Aoula. L'Éthiopie, c'est Ménélique II. Ils ont battu l'Éthiopie et c'est le pays pour lequel toute la diaspora noire s'est mobilisée en 1935 quand Mussolini est venu occuper ce pays-là. Donc ils ont un arrière-plan, ils ont une fierté. C'est-à-dire que l'Éthiopie, en montant justement Ethiopian Airlines, en faisant de lui un fleuron, parce que ce que peut-être le frère Onamanga veut dire, c'est que l'appartenance à un certain nombre de réseaux, parce que le monde aérien est divisé en réseaux. Sky, Watt, etc. Ils appartiennent à un certain nombre de réseaux. C'est peut-être ce qui peut faire dire que non, peut-être Ethiopian Airlines n'appartient pas à l'Éthiopie, mais la majorité du capital est bel et bien Éthiopie comme Air France. Il y a American Airlines. Oui, American Airlines. Nous avons vu. Dans les SkyTeam. Voilà, dans les SkyTeam. Et puis je vais terminer. Parce que la Chine à Eastern, American Airlines. Je veux dire que justement, il y a ces cocards là que nous avons en Afrique. Quand on égratigne le Kenyan se sent heurté dans son orgueil. Le Camerounais encore plus, nous les Camerounais. Il faut rien dire sur le Cameroun, parce que je ne sais pas qui a expliqué aux Camerounais, je ne sais pas qui nous a mis dans la tête que nous étions, je ne sais pas, les Deus Ex Machina ou le at the helm in Africa. Non, ce n'est pas vrai. Les pays africains aujourd'hui qui ont des performances, ce sont les pays qui reviennent de loin, qui ont mis en place des gouvernances où le président de la République tient des conseils de ministres. C'est banal, hein? Le Cameroun est l'un des rares pays africains où le conseil des ministres est quelque chose d'événementiel. Et je vais terminer sur la question de Kamto. Peut-être que en disant Kamto, ça semble être une personnalisation. Non, c'est que le sous-secrétaire d'État américain a annoncé la couleur. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de dossiers qu'il entend discuter à Yaoundé. Et ce n'est pas une question qui a fuité. Ce n'est pas simplement une question qui a fuité dans la presse. Ça fait l'objet d'un communiqué de presse du secrétariat d'État américain. La question de Kamto revient à quoi? Parce que souvent, on ne s'entend pas parce qu'on discute des hommes et non des principes. Quand on parle d'égalité, quand on parle de droits de l'homme, c'est comme quand on parle de solidarité, il ne s'agit ni de générosité, ni de charité. Ce sont des principes. Le Cameroun est signataire d'un certain nombre de traités et de conventions, et le Cameroun, dans son bloc de constitutionnalité, garantit un certain nombre de droits à ses citoyens. Dont le droit de manifester. Dont le droit de manifester. Quand on parle de la question de Kamto, Kamto est en prison avec 200 manifestants. Je venais d'apprendre à l'instant qu'il y a un Camerounais qui a été interpellé au Cameroun parce que juste dans son sac, il avait un exemplaire de l'urgence de la pensée de Maurice Kamto. Un Camerounais qui est résident en Allemagne. Il a été libéré sur ces entrefaites. Donc, quand on veut dire on se connaît en détail, on est en famille camerounaise. C'est-à-dire que la question des exactions, des atteintes aux droits de l'homme, la Commission nationale des droits de l'homme, y compris une commission qui relève de la présidence de la République, fait souvent état d'un certain nombre d'abus en la matière. D'où vient-il que, en évoquant cette question, ce serait forcément en vouloir à quelqu'un ou à un autre? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et après vous, et après on part en 2 minutes de pause. Oui, nous avons vu les armateurs chypriotes ou grecs
ou d'autres pays occidentaux battre pavillon Libéria et faire fortune, alors que Libéria n'était plus un État. Ça voulait dire quoi exactement? Parce que j'ai parlé d'Éthiopie tout à l'heure, vous m'avez dit, c'est parce que c'est le nom de l'Éthiopie. Mais le Libéria, voilà un cas précis où un armateur bat pavillon du Libéria alors que le Libéria n'était plus un État. Bon, en ce qui concerne le sous-secrétaire, d'État américain chargé des affaires africaines, vous croyez vraiment que ce soit les États-Unis qui sont en mesure de pouvoir nous donner des leçons quant à la violation des droits de l'homme? Moi, je vois des Noirs se faire abattre en pleine rue, en plein jour, par devant témoins. J'ai vu le cas où les États-Unis sont allés faire la guerre en Irak, disant qu'il y avait les armes de destruction massive, et voir comment le Bush fils allait dire après que ça a été une erreur de leur part, et il a été chassé avec un coup de chaussure là. Mais attendez, vous croyez vraiment que ce soit les États-Unis qui sont en mesure de venir dire au Cameroun que vous violez les droits de l'homme, alors que eux, ils font tous les jours des actions qui sont horribles? Que sont devenus les Amérindiens à l'heure actuelle aux États-Unis? Les Core people, les Noirs américains, les Africains américains, qu'est-ce qu'ils deviennent aux États-Unis? Attention, il faudrait aussi se dire que il peut dire certaines choses et il a des limites à dire certaines choses. Ce n'est pas parce que le Cameroun est tel qu'il est le Cameroun qu'on va croire que c'est tout le monde qui viendra nous dire ce qu'il faille faire. D'accord, oui, vous voulez rebondir sur ce qu'il va dire, après on prend une pause. Comment répondre? C'était pas vraiment polémique ni pour introduire Maurice Kamto en tant qu'homme politique que j'ai mentionné son nom. Il se trouve simplement que dans la façon de fonctionner des Américains, l'Américain est direct. Il faut le comprendre. Vous avez, surtout les républicains, sont des gens directs. Quand vous avez le président Trump, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on a aussi le cas parfois à la droite française, on avait Sarkozy, ils sont directs. Ils vous disent, ils annoncent la couleur de ce qui sera dans son agenda africain. Il a parlé de la RDC, il a parlé sur le cas Cameroun, il a mentionné Kamto, il a mentionné la guerre anglophone, oui. C'est là où je voudrais aussi dire, et pour assurer mon compatriote, en lui disant, vous savez, dans chaque pays, pour nous qui avons parfois vécu dans différents pays du monde, il faut savoir que les démocraties, la première préoccupation d'un leader légitime, c'est de dire mon pays d'abord. Je n'ai jamais vu, j'ai même été en Australie, il y a tout un parti là-bas qui s'appelle Australian First. Pourquoi? Parce que quand vous êtes habité ou quand on vous confère, un peuple vous confère le mandat de le représenter, pour représenter les intérêts de ce pays-là. Et parfois même quand on est libéral au sens économique, libéral, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une part de ce qu'on dit toujours, le discours qui est toujours chez les économistes, on discute entre les protectionnistes et les non-protectionnistes. Même les libéraux sont protectionnistes quand il s'agit de défendre les intérêts de leur pays. C'est ça, il ne faut pas qu'on confonde beaucoup de choses. Là, on parle sur un plan diplomatique, sur un plan de droit international, sur un plan de relations internationales, sur comment nos pays n'arrivent pas à gérer des problèmes qui sont de B à bas de la gouvernance intérieure. C'est ça. C'est en fait ça dont on parle. Oui, parce que lui, il est allé sur un plan philosophique. On ne peut pas... Non, ce n'est pas un plan philosophique. Je veux dire... Oui, on le laisse terminer. Et c'est très important que nous, Camerounais, là je parle vraiment comme Camerounais, que nous fassions l'effort, et c'est ça qui est important dans le débat qu'on a sur Diaf TV, parce que généralement les débats dans les médias camerounais n'essayent pas de voir de manière large l'éventail, notamment en Afrique, ce qui se passe en Afrique. De dire même les choses qui ont été... Nous avons un compatriote de la RDC ici. Il y a des choses qui se sont passées en RDC, dont on aurait dû regarder comment ça s'est passé là-bas. Parce que ce qui arrive chez nous, avec le secrétaire d'État américain, qui vient chez nous et qui annonce déjà la couleur, d'autres pays l'ont déjà connu. D'autres pays ont même connu pire, qui est que le secrétaire d'État américain, il vient, ou souvent, ce qui arrive souvent, c'est même pas souvent le secrétaire d'État américain, c'est l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies,
qui est une personnalité éminente dans l'administration américaine sur les questions diplomatiques, quand elle vient dans votre pays, et il arrive même parfois où elle annonce des sanctions ciblées avant même d'arriver chez nous. Est-ce que c'est philosophique? Est-ce que c'est philosophique comme je dis? Est-ce que tu peux... Pour terminer, pour dire que ce n'est pas... ça peut toucher notre susceptibilité, mais il faut savoir que ça rentre dans le fonctionnement institutionnel d'un pays comme celui-là, qui est traversé, qui est un pays fédéral, qui est traversé par plusieurs influences. Moi, je ne parle même pas de réseau d'influence. Pour conclure, je vous donne un exemple. Pour conclure. C'est qu'aujourd'hui, aux États-Unis, quel que soit le président, il ne peut plus gouverner sur la diplomatie internationale sans tenir compte du paramètre des diasporas internes africaines aux États-Unis. Juste une phrase. Juste une phrase. Est-ce que c'est philosophique? Quand je dis que la communauté internationale a fait quoi pour empêcher tous les minéraux qui vont en RDC en passant par le Rwanda et l'Ouganda? C'est pour ça que je t'ai parlé d'embellie tout à l'heure. Et est-ce qu'il y a une embellie? Hein? Parce qu'il faut être concret. Au lieu de passer le temps à parler de Fallou a gagné et l'autre a perdu, est-ce qu'on ne voit pas que la communauté internationale favorise plutôt la fuite de la richesse des... On laisse Maïso répondre. Et après... Voilà. C'est ça que j'ai toujours dit. J'ai dit que la communauté internationale a... je sais que vous appelez la communauté internationale, j'aime pas cette terme, a toujours été là pour les intérêts. La MONUSCO, la plus grande mission de maintien de la paix au monde, avec un budget de plus d'1 milliard de dollars. À l'époque, c'était 22 000 personnes avec les agents de bureau et tout ça. Maintenant, ils sont autour de 16 000, 18 000. Et là, pour compter des cadavres, depuis qu'ils sont là, il y a plus ou moins 10 millions de morts. Je ne suis pas dupe. Nous ne leur faisons pas confiance. Ce que je voulais dire, c'est quoi? Sur le plan pratique, les autres constatent qu'il y a violation des droits de l'homme. Ils se disent, on va s'en servir sur le plan économique pour leur imposer des choses. Tandis que vous, en tant que membre de la société civile, vous dites, nous avons aussi des comptes à leur demander par rapport à la situation des Noirs. C'est ce que je parlais des philosophiques. D'accord. L'Afrique. Parce que c'est nous qui ouvrons les portes, hein. Si on ferme ces portes-là, ils ne viendront pas faire ce qui... Pour les Américains, l'Afrique est un terrain. Vous savez, la mort de Laurent Désiré Kabila a été préparée où par les Américains? À l'ambassade des États-Unis à Yaoundé. Lisez les livres Les Canada dans les crimes en Afrique centrale de Patrick Mbeko. Tout était fait à partir du Cameroun. C'est ce que je disais, que mine de rien, à part la RDC, le Cameroun est un pays clé. Et lorsque les Américains arrivent, ils viennent aussi pour veiller par rapport... C'est une position stratégique. Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, les Sahel, le Golfe de Guinée. Mais c'est un pays stratégique pour eux. Et si en face, ils n'ont pas un État constitué avec des personnes propres qui peuvent leur opposer un discours solide, ben, ils vont venir avec des discours droits de l'homiste pour faire passer leur agenda économique. Non, je voulais dire à mon frère Onamanga que nous, en fait, en Afrique, parce que je m'intègre dans cette dimension-là, et Joël Didier l'a rappelé, il faut qu'on s'inspire les uns des autres. Si on dit à un Camerounais ou à un Togolais qu'une compagnie aérienne ou un pays africain a des performances, il faudrait d'abord qu'il s'intéresse à la manière dont ses frères et sœurs d'Afrique, parce que je parle comme ça, ont réussi à faire quelque chose d'honorable. Quand on évoque une question comme les compagnies aériennes et vous nous parlez des armateurs, ça n'a rien à voir. Le monde des armateurs est un monde qui est où on peut obtenir une nationalité. C'est des pavillons fictifs. C'est des pavillons fictifs. Ça s'achète au coin de la rue. Mais nous parlons d'une compagnie aérienne. Mais oui, mais c'est avec quel argent que les Excuse-moi. Nous parlons d'une compagnie aérienne qui a été fondée par les Éthiopiens. C'est la première en 1945 par les Éthiopiens qui ont éthiopianisé la direction, la philosophie, le management et qui est aujourd'hui à 100% une compagnie détenue par l'État d'Éthiopie. Non, elle n'est pas à 100%. Ça, excusez-moi. Ce terme-là, excusez-moi. Je suis prêt à parier avec toi sur tout ce que tu veux. Oui, ce n'est pas ça. Mais on peut parier. Alors, non. On peut parier. Excusez-moi. Oui. Non, je veux terminer mon propos. Peut-être qu'on est arrêté. Mais je le dis et je prendrai 100%. Et je prends le. Je dis qu'il est 100%. Mon cher Onamanga, mon frère, je prends le pari. Je prends le pari devant l'ensemble des frères. Mais je veux dire que cette
performance-là fait que, et c'est ce que Joël Didier avançait, je pense qu'en filigrane de ce que Maïso disait également, c'est que pour faire peser une voix face à ces puissants, il faut que nos pays aient un certain nombre de performances. Parce qu'on entre dans l'approche réaliste des relations internationales, qui n'est plus simplement philosophique ou idéaliste ou idéal. C'est-à-dire que aller vers l'idéal et comprendre le réel. Et ce réel-là, il nous impose un certain nombre de choses. La performance ne doit pas être un bon mot. Qu'est-ce que tu entends par performance et qu'est-ce qu'on se base l'utopie dans le cas d'espèce se base sur dans le cas d'espèce nous parlons d'un domaine, l'aviation, l'aéronautique civile et la première compagnie africaine aujourd'hui qui fait partie de ce qu'on appelle Star Alliance, parce qu'il y a un certain nombre de regroupements. Star Alliance, c'est Ethiopian Airlines, avec une flotte qui dépasse les 100 avions, avec un certain nombre de, quand on parlait de performance, vous savez que l'ensemble des Africains se forment désormais dans à l'aéroport de Bolé en Éthiopie, qui est devenu la référence en matière de formation, en matière d'aéronautique civile sur le continent. Donc, ce sont des performances qu'on ne peut pas retirer à l'Éthiopie. Et deuxièmement, sur ce qu'on évoquait tout à l'heure concernant les Américains, la triste histoire de nos frères, l'esclavage qui sont arrivés en Virginie justement en 1619, il y a 4 siècles. Mais tous les Africains se sont insurgés contre cela. Les Américains portent cela comme une plaie. L'Amérique, de ce point de vue-là, n'est pas un exemple, n'est pas un modèle. Mais j'observe aussi que l'Amérique donne de l'argent, finance les forces armées du Cameroun. Et que des Camerounais vont se former aux États-Unis, dans le cas d'espèce. Et que l'un des moyens de pression des Américains, précisément, c'était de réduire les budgets militaires dans le cadre du soutien qu'ils apportent au Cameroun. Qu'ils ont supprimé. Non, mais là on parle de réduction. Ils ont bien expliqué que ces réductions étaient un fait que le cas Boko Haram étant c'est une réduction, c'est pas une suppression, c'est une réduction. Mais je veux dire que soyons cohérents. Si nous estimons que les Américains n'ont pas de leçons effectivement à nous donner, si nous estimons que compte tenu de leur triste histoire, de cette histoire dure dont le Cameroun est concerné, puisque Bimbia, c'était le port le plus important de départ vers les Amériques, vers les Caraïbes, si nous estimons ça, soyons cohérents. Allons-y jusqu'au bout. Ne demandons pas de la main droite et ne rejetons pas de la main gauche quand on est pris en porte-à-faux sur des questions de principe. Et ces questions de principe-là, elles sont fondamentales. Et chaque fois que c'est posé au Cameroun, il y a toujours un pugilat entre Camerounais jusqu'au moment où on se rend compte que ça a été un beau gâchis, comme ce qui se passe avec ces militants qui sont emprisonnés, et je le rappelle et je le redis, pour rien, parce que les Camerounais qui marchent pacifiquement n'ont pas à se retrouver dans les prisons de la République. Déjà, nous avons une surpopulation carcérale, 60 000 personnes en prison pour 50 000 places dans notre pays. Donc, envoyer 200 Camerounais en prison, quand nous faisons une pause de 2 minutes.